De nos jours, beaucoup considèrent que le Chili est l'un des pays les plus avancés de la région. Et comme je le dis toujours, pour comprendre tout ce qui se passe dans le présent, il est important de revenir en arrière et de connaître les faits qui forgent les nations actuelles. Heureusement pour nous, les historiens chiliens ont divisé l'histoire du pays du Sud en certaines périodes. Voulez-vous savoir lesquelles sont-ils? Allons-y! Alors, restons jusqu'à la fin de la vidéo pour revoir ces périodes. Commençons par la période préhispanique, où sont apparues les premières cultures qui habiteraient le territoire du Chili moderne. On dit qu'à l'Antiquité, la culture Chinchorro se serait démarquée, qui aurait habité l'actuelle Antofagasta et qui est connue pour avoir laissé les momies les plus anciennes du monde. Ensuite, de nouveaux peuples comme les Aymaras, les Atacameños, les Changos, les Mapuches, les Polas, les Cuncos, les Cernam, entre autres, se sont répandus à travers le pays, comme on peut le voir sur cette carte. L'une des cultures les plus remarquables était celle des Aymaras, qui habitaient le nord du Chili, et qui était associée à la culture Tiahuanaco, qui occupait une grande partie de l'actuelle Bolivie, du sud du Pérou et du nord du Chili et de l'Argentine. Malheureusement, on ne sait pas exactement les raisons du déclin de cette culture. Mais vers l'an 1100 après Jésus-Christ, on sait que son influence dans le nord du Chili aurait pris fin. Cependant, la culture préhispanique la plus influente et qui reste une partie importante de l'identité nationale est celle des Mapuches, qui auraient occupé une grande partie des territoires du sud entre le Chili et l'Argentine depuis environ le 20 siècle après J. Si, je te donne un spoiler, c'est la seule culture que nous verrons plus tard. Une partie de l'actuel Chili aurait été conquise par l'Inca Tupac Yupanqui dans le cadre de l'expansion de l'Empire Inca. Les Aymaras auraient été soumis et leurs territoires auraient été annexés au Collasuyo, la région sud du Tahuantinsuyo ou Empire Inca, tout cela vers les années 1480. Vers 1520 commencerait l'étape de la découverte, lorsque Fernando de Magallanes est devenu le premier Européen à atteindre l'actuel Chili, lorsqu'il a traversé le détroit qui porte aujourd'hui son nom. Quelques années plus tard, l'Empire Inca tomberait après la capture et l'exécution de l'Inca Atahualpa, ce qui donnerait aux Espagnols le contrôle d'une grande partie de l'Amérique du Sud. À partir de là, les expéditions vers le sud commenceraient. La première, dirigée par Diego de Almagro, s'est terminée par un échec qui l'a fait revenir à Cusco, déclenchant la guerre civile entre les conquérants. La prochaine expédition serait dirigée par Pedro de Valdivia, un militaire d'Extrémadure, qui avait l'idée d'établir une nouvelle route commerciale entre l'Amérique et l'Europe. C'est pourquoi il cherche à s'étendre vers le sud. Valdivia fonderait la capitale, Santiago, en 1541 qui serait le principal fort et la capitale de la capitainerie générale du Chili, également appelée Nouvelle-Extrémadure ou Royaume du Chili, et qui ferait partie du vice-royaume du Pérou, dont le fondateur Valdivia serait le premier gouverneur. Au cours des années suivantes, Valdivia fonderait La Serena en 1544, Concepción en 1550, Valdivia, et Villarrica en 1552, en plus de promouvoir l'immigration d'Espagnols tant péninsulaires qu'établis dans le vice-royaume. Cependant, l'expansion serait résistée par les Mapuches. L'un des premiers leaders de la résistance serait Lautaro, ancien page de Valdivia, qui retrouverait son seigneur à la bataille de Tucapel, où après une victoire, le gouverneur Valdivia serait assassiné. La guerre d'Arauco entre les Mapuches et les conquistadors espagnols avait commencé. Les Mapuches subiraient un revers à la bataille de Mataquito, où Lautaro est assassiné. En général, cette guerre est basée sur des allers-retours. Les Mapuches entraient, pillaient les villes des Espagnols, qui prenaient ensuite des représailles. Bien qu'il convienne de souligner la résistance des Mapuches, qui seraient l'un des rares peuples indigènes d'Amérique à résister avec autant de force à l'avancée européenne. La période de conquête se terminerait avec la mort du gouverneur Martín García Óñez de Loyola lors de la bataille de Curalaba, où, après une victoire décisive des Mapuches, les Espagnols passent à une guerre défensive, maintenant leurs frontières au nord du fleuve Biobío et cherchant d'autres alternatives au combat comme la christianisation des Mapuches par les jésuites. La période coloniale avait commencé. Pendant cette période, le Parlement de Quilín se distingue, qui seraient les premiers accords de paix avec les Mapuches, où la rivière Biobío serait officiellement établie comme frontière. Avec cela, le Chili se consoliderait progressivement après avoir perdu une grande partie de sa population dans les guerres. Cependant, la guerre ne serait pas encore considérée comme terminée.
Pendant cette période, la société chilienne ne ferait pas exception aux domaines espagnols. La structure sociale plaçait les Espagnols au sommet de la pyramide sociale, suivis par les créoles, enfants d'Espagnols nés dans la colonie. Les métis, descendants à la fois espagnols et indigènes, occupèrent le troisième échelon, suivis par les indigènes du Nord, qui avec le temps se sont mélangés jusqu'à réduire significativement la population. À la dernière échelle se trouvaient les esclaves noirs, qui avaient une présence très réduite par rapport au reste des colonies. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rester informé de plus de contenu. Vers 1700, la couronne espagnole mettrait en œuvre les réformes bourboniennes, dans une tentative de renforcer le pouvoir de la couronne espagnole et de retirer certains privilèges d'autonomie à toutes les colonies d'Amérique. Le Chili n'a pas fait exception, ce qui a entravé le libre-échange et a entraîné une augmentation des marchés de contrebande. Pour des raisons évidentes, le mécontentement général envers la couronne s'est fait sentir aussi bien au Chili que dans le reste des dépendances. La guerre d'Arauco se prolongerait jusqu'en 1772 années, où la paix avec les Mapuches est définie par le traité de Negrete à l'initiative du gouverneur Francisco Javier de Morales, bien que les tensions ne disparaissent pas complètement. Peu après, avec la création du régime du Rio de la Plata en 1776, le territoire du Corregimiento, à l'est de la cordillère des Andes, passerait sous la souveraineté du Rio de la Plata, qui à l'avenir ferait partie du territoire argentin. Deux fondements internationaux serviraient d'influence pour commencer à susciter des sentiments d'indépendance. L'indépendance des États-Unis, qui subirait également les injustices de l'interventionnisme de la colonie britannique. Deux, la Révolution française et les guerres napoléoniennes qui ont suivi, où l'Espagne est envahie par la France de Napoléon, la transformant en un gouvernement marionnette. Ce serait l'occasion parfaite pour obtenir l'indépendance. Et c'est ainsi que le 18 septembre 1810, le premier gouvernement de Chili a été formé, renversant le dernier gouverneur Francisco García Carrasco et inaugurant la période de la Patria Vieja, avec Mateo Toro Zambrano comme premier président, qui, à sa mort en 1811, serait succédé par Juan Martínez de Rosa, qui avait été secrétaire de García Carrasco. Cette période de Patria Vieja se terminerait en 1814, après la bataille de Rancagua, où les royalistes reprendraient le contrôle du Chili. Cette reconquête durerait jusqu'en 1817 après la bataille de Chacabuco, où les forces patriotiques chiliennes sous le commandement de Bernardo O'Higgins, avec le soutien des provinces du Rio de la Plata sous le commandement de José de San Martín, réussissent à vaincre les forces royalistes espagnoles, inaugurant la période de la Patria Nueva, avec le général O'Higgins comme directeur suprême. Mais un instant, le Chili était libre, oui, mais pas avant de s'assurer d'expulser tous les royalistes du continent. C'est pourquoi, avec San Martin et avec le soutien du cerveau de Thomas Cochrane, l'expédition libératrice serait formée, qui aiderait à consolider l'indépendance du Pérou en 1821, bien que la Patria Nueva durerait jusqu'à la démission de O'Higgins en 1823, mettant ainsi fin à la période d'indépendance. La déviation du joug espagnol était terminée et la République du Chili était née. Pendant la période suivante, l'organisation de la République a réussi à conquérir l'archipel de Chiloé. De plus, la Constitution et les lois commençaient à prendre forme. La période se terminerait par une guerre civile en 1829 entre le camp Pipolo, libéraux, et les Pelucones, conservateurs, qui se termine par une victoire de ce dernier camp, inaugurant ainsi la République conservatrice. Pendant cette période, la Constitution de 1833 serait établie, qui durerait presque un siècle. De plus, le Chili ferait face à son premier conflit international en tant que république, pendant la guerre contre la Confédération péruvo-bolivienne, où il envoie du soutien aux restaurateurs péruviens, mettant ainsi fin à l'union des deux pays. En ce qui concerne l'expansion du territoire, le Chili a consolidé la colonisation de Yanquihue, réussissant à obtenir la souveraineté sur les régions des rivières et des lacs. En plus d'obtenir le contrôle du détroit de Magellan en 1843 pendant la décennie de Manuel Bulnes. Cette période se terminerait par une nouvelle guerre civile en 1859. Malgré la répression de la rébellion, le gouvernement de Manuel Montt perdrait sa stabilité et serait le dernier gouvernement conservateur, marquant ainsi le début de la République libérale. Ce serait la période finale de l'expansion chilienne. Tout d'abord, ils réussissent à expulser les dernières tentatives espagnoles de reprendre le contrôle, en luttant aux côtés du Pérou et de la Bolivie pendant la guerre hispano-sud-américaine, bien qu'en quelques années, ils affronteraient les deux nations pendant la guerre du Pacifique.
ou en raison de désaccords avec la Bolivie lors de l'exploitation du guano et du salpêtre, le Chili entrerait en conflit avec le pays des Hauts Plateaux, qui avait une alliance secrète avec le Pérou. Résultat, victoire chilienne après avoir obtenu un contrôle rapide sur la mer, ce qui a permis l'annexion d'Antofagasta de la Bolivie, la laissant sans accès à la mer, et Arica et Tacna du Pérou. Cependant, à cause de cela, le Chili renoncerait à la souveraineté sur une grande partie de la Patagonie orientale pour éviter que l'Argentine puisse adhérer à l'alliance ennemie. Les annexions chiliennes se poursuivraient après la fin de l'occupation de l'Araucanie, après quoi, le Chili parviendrait à s'étendre vers le sud, aux dépens de la défaite de la résistance mapuche, pour ensuite établir les réductions mapuches. Finalement, le Chili annexerait l'île de Pâques ou Rapa Nui, après le traité de 1888, où les Rapa Nui céderaient la souveraineté des îles au gouvernement chilien. La République libérale se terminerait avec la guerre civile chilienne de 1891, après laquelle le président Balmaceda affronterait le Congrès de la République, qui avait le soutien d'une partie des forces armées. Résultat, victoire du Congrès avec le suicide de Balmaceda, après avoir remis le pouvoir à Jorge Montt lors de l'instauration du régime parlementaire. Cette période a été caractérisée par le fait que le Congrès dominait la politique nationale, le président étant limité à la décision de la majorité parlementaire. Cela a également entraîné une croissance économique grâce à l'exploitation minière et séditaire, bien que d'autre part, l'inégalité augmentait, étant donné qu'en 1910, l'analphabétisme dépassait 60% de la population. En raison des déplorables conditions de travail des ouvriers, des protestations ont éclaté qui ont culminé en de sombres épisodes comme le massacre de Santa Maria de Quique. Cette période se terminerait par un nouveau coup d'État en 1924, qui marquerait le début de la Constitution de 1925 et de la période de la République présidentielle. Comme son nom l'indique, cette période a été caractérisée par la restauration du pouvoir du président. Le Chili a été touché par la crise économique de 29, ce qui a conduit à des instabilités économiques et politiques qui se sont manifestées dans des épisodes tels que la sous-évaluation de l'escadre du Chili, où la marine capitulerait quelques jours plus tard. À la fin des années 1930, une série de gouvernements radicaux cherchant les principes égalitaires de la Révolution française commencerait. La classe moyenne commençait à émerger. Un autre fait important a été lorsque le Chili a affirmé sa souveraineté sur le territoire antarctique, suite à des accords dans les années 1940. Le Chili était devenu un pays très continental. Cependant, le Chili retomberait dans une grave crise économique en 1933, pendant le gouvernement du socialiste Salvador Allende. Une crise qui fait l'objet de débats et qui serait le prélude du coup d'État mené par le général Augusto Pinochet en septembre de la même année, où le président se serait prétendument suicidé. Certaines versions affirment que ce ne serait pas le cas. Qu'en penses-tu? Enfin, le point est qu'avec cela commencerait la période de dictature militaire, où Pinochet gouvernerait jusqu'en 1990. Cette période a été caractérisée par une dictature d'extrême droite qui dissoudrait le Congrès. Ses principales caractéristiques, anticommunisme, interdiction des partis politiques, limitation de la liberté d'expression, absence de démocratie et enfin, violation constante des droits de l'homme. Les estimations du nombre de victimes mortelles pendant ce régime font l'objet de débats. Les chiffres varient entre 10 000 et 30 000 personnes. En ce qui concerne la politique étrangère, la dictature commencerait à être mal vue après l'assassinat de l'opposant Orlando Letelier. D'autre part, le conflit de Biel avec l'Argentine a presque débouché sur un affrontement militaire qui, heureusement, n'a pas éclaté. En 1980, la constitution politique qui resterait en vigueur jusqu'à nos jours serait promulguée. Finalement, la dictature perdrait de l'influence, ce qui permettrait à l'opposition de consolider le référendum de 1988 où le peuple chilien déciderait de ne pas maintenir le gouvernement de Pinochet. Avec cela, la tradition de la démocratie commencerait. Comme son nom l'indique, pendant cette période, la démocratie serait reprise et se prolongerait jusqu'à aujourd'hui, où les présidents contemporains gouverneraient. Le décollage économique et social du Chili avait commencé, ce qui le positionne actuellement comme l'une des économies les plus prospères de la région, et comme le pays avec le plus haut indice de développement humain en Amérique latine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir avec un like, de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne pour être au courant de plus de contenu. À la prochaine!